Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve ce dimanche pour analyser bien un petit peu au niveau analyse technique ce qui s'est passé sur le marché des crypto-monnaies, donc notamment du Bitcoin, et sur les marchés traditionnels, donc SPX et dollar index comme à l'habitude. On ira voir un petit peu comment ça a clôturé vendredi. Il me semble que la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises, mercredi, on aura le FOMC, donc on aura peut-être des mouvements un petit peu plus violents sur le marché, parce que là, quand on regarde le Bitcoin, il se passe absolument rien depuis jeudi 1er, donc ça fait à peu près 10 jours qu'il se passe rien en termes de volatilité, donc voilà, pas forcément les graphiques les plus intéressants. Quand on regarde Ishimoku, on a cette petite Tenkan qui était remontée suite à la journée là, du mercredi 30 novembre, dont on a déjà parlé, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Et on a un niveau vraiment très fort ici aux alentours des 18 400, 18 500 $. On voit qu'on a le plat de la Kijun et le plat de la SSB. Donc ça, c'est vraiment un niveau, si je peux dire, un niveau de prix qui est important. C'est un plafond et une résistance qui est important. Donc si jamais le prix venait bien tout simplement à breaker ce niveau et à continuer son envolée, ce serait vraiment un signal assez fort. Donc voilà, ça pour l'instant, l'avenir nous le dira, mais pour l'instant on n'a pas d'infos. On sait juste que c'est un niveau très important. Pour l'instant, le fait que on soit coincé vraiment entre les 16 700 et les 17 300 $, on a vraiment très peu de volatilité. On pourrait avoir suite à ça un mouvement assez violent. Donc soit vers le nord, je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois on avait tracé le W qu'il y a ici, on avait tracé son Fibonacci. On a vu qu'on n'était pas encore venu chercher les 1,618 ni d'ailleurs le ratio du 2, mais surtout le 1,618 qui nous intéresse. Okay. Donc c'est possible qu'on vienne les chercher, et ce qui conforterait un petit peu cette hypothèse, c'est qu'on a pas mal de vendeurs tout simplement qui sont coincés ici en fait, qui seraient coincés si jamais le prix venait à monter. Et pire qui seraient coincés, c'est-à-dire que leur stop ou leur liquidation, s'ils ont ouvert à levier, pourrait être fermé. Donc ça pourrait être intéressant pour tout simplement pour le marché de venir chercher ça. On voit ici, on a des poches de liquidité ici, justement, juste au-dessus, de ce niveau-là, okay. Et on le voit bien ici avec le funding rate, donc ici et un petit peu ici, alors dans de vraiment moindres mesures, mais quand même, okay, qu'on a eu des vendeurs qui sont rentrés sur ce marché. Alors là, c'est vraiment très important, surtout que on a eu des open interest qui étaient pas mal montés. Là, on voit que l'open interest bouge pas énormément. Donc, même si on a des vendeurs qui rentrent, les poches de liquidité doivent pas être énormes. Mais en tout cas, si le prix venait à faire un short squeeze, concrètement, on mettrait à mal tout simplement ces vendeurs. Et si on veut mettre à mal les acheteurs, il faut penser que les poches de liquidité doivent essentiellement se trouver à peu près à ces niveaux-là. Donc il faudrait vraiment venir chercher plus bas. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment d'acheteurs, si je puis dire, qui sont vraiment rentrés sur ce marché. On voit que le funding rate, on en a un petit peu ici. Mais voilà, rien d'exceptionnel. Mais quand même, attention, on a, ça on le sait grâce à Kingfisher, on a quand même des poches de liquidité un petit peu au sud, donc dans l'entour des 15 000, 14 000 et 13 000, voire même jusqu'aux 11 000, 12 000 $. Donc on a des acheteurs sur ce marché, on a bien évidemment des holders. Mais on a aussi des vendeurs qu'on pourrait venir punir assez facilement sans beaucoup d'efforts en réalité. Donc c'est une possibilité. Voilà, c'est une possibilité. Ensuite, ce qu'on a, c'est au niveau du William R ici. Donc William R, c'est un indicateur qu'on n'utilise pas souvent avec vous, mais nous on l'utilise beaucoup avec Chinon dans nos analyses avec le RSI, etc. Je me suis dit que ça pouvait être bien un petit peu de changer, et on voit que là notre William R est en zone de surachat. Alors concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une possibilité que le prix revienne chercher un petit peu plus bas. En fait, c'est assez simple. Je vais vous montrer sur le graphe. À chaque fois qu'on a des zones comme ça en surachat, donc là ici surachat, là ici survente. Oui, c'est ça, survente, j'ai bugué là d'un coup. Et bien tout simplement, on a le prix qui vient chuter après. On l'a eu là ici, on l'a eu là ici,
Ici, on a eu plusieurs zones et à chaque fois qu'on l'a eu, regardez bien la ligne verticale, hop, on a subi une petite descente. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas remonter derrière, hein. D'ailleurs, on le voit bien ici, on a eu ce petit canal haussier, mais c'est que potentiellement, il peut y avoir ce retournement. Maintenant, attention aussi, hop, les zones de surachat peuvent durer longtemps. Vous voyez ici, là, ça a duré quand même du 26 juillet au 8 septembre, bon, avec des petits creux quand même, mais c'est resté assez longtemps. Et quand on regarde le graphique, ça n'a pas empêché le cours quand même de monter. Donc attention à ça, c'est pas du cause à effet, hein, c'est pas du sûr à 100%, d'ailleurs comme aucun indicateur. C'est pas parce que je suis en zone de surachat que ça ne va pas durer, que le prix ne va pas monter. Ça annonce que potentiellement il peut y avoir un retournement. Voilà, potentiellement. Maintenant, il faut coupler à d'autres indicateurs. Vous pouvez coupler avec le MACD, vous pouvez coupler avec le RSI, vous pouvez coupler avec des indicateurs comme Ichimoku, comme les moyennes mobiles, les Fibonacci, etc. Là, c'est juste que on a un indicateur qui nous indique que, attention, potentiellement, le retour sur des niveaux de prix un peu plus bas est possible. Voilà. Donc ça, je voulais quand même vous le montrer parce qu'on entend beaucoup sur les réseaux, que ce soit YouTube, Twitter ou autre, on va remonter jusqu'en haut de ce range, etc. Oui, c'est possible, mais attention, il y a quand même des signaux qui indiquent le contraire. Il y a également, je ne sais plus si je l'avais, si je l'avais sauvegardé, je ne sais plus lequel j'utilisais. Ah oui, c'est vrai que sur ce compte-là, je suis pas. Hop, je vais retirer le MACD. Je ne l'ai pas boosté ce compte-là, j'ai pas mis la version premium. Voilà, hop. Tac, on va prendre le GBTC, le normal, pour pas que ça fasse trop de graphes, on va dire ça comme ça. Voilà. Ok. Et donc quand on regarde le GBTC, eh bien on n'a pas tout à fait la même courbe. Hein. Hop, non, je vais faire comme ça ira plus vite. Voilà. On n'a pas tout à fait la même courbe. On voit qu'il y a vraiment une divergence. Je ne sais pas si vous voyez ici. Là, notre prix baisse un petit peu, alors qu'ici, notre prix sur le Bitcoin est monté. Je ne sais pas si vous avez vu sur l'Instagram, j'ai partagé, ça fait peur, hein, ce GBTC avec Grayscale, donc, hein, qui est un énorme investisseur, et je crois que c'est le premier détenteur de Bitcoin, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas un des plus gros. Et on voit qu'il est vraiment sur le déclin, même là encore, bon, il ne bouge pas énormément, mais vous voyez, il a subi une chute qu'on n'a pas connu ici là sur le Bitcoin, et concrètement ça fait un petit peu peur à l'écosystème. Donc c'est assez intéressant de le mettre comme indicateur également, et on voit que cette divergence peut amener le Bitcoin tout simplement à venir chercher des zones plus bas. Maintenant attention, il y a d'autres choses dans l'analyse fondamentale qui font que, mais ça reste une possibilité et il ne faut pas le perdre de vue, je pense. Voilà. Du coup, côté order flow, je vous l'ai dit, ça n'a pas bougé, ça je vous l'ai dit aussi, donc ça c'est bon. Ok, alors côté XPX. Côté XPX, on continue notre petit canal haussier, hein, que l'on a depuis octobre. Hein, hop. Pour l'instant, on le poursuit, là on revient chercher des plus bas. Il faudrait pas qu'on revienne chercher... qu'on vient de chercher trop bas, là on pourrait valider un M, en fait on s'est clôturé au niveau de la neckline, je ne sais pas si vous le voyez, même un petit peu au-dessus si on prend la mèche ou pas, alors des gens qui prennent pas. Maintenant il n'y a rien d'alarmant, on voit que là ici au niveau du William R pour le coup, on a été plusieurs fois, vous voyez encore une fois en zone de surachat. Et concrètement, à chaque fois, on a eu cette petite baisse, mais ça n'a pas empêché, bien évidemment, de refaire après des W sur le William R et de continuer ce canal haussier. Là, on voit qu'on est quand même pas mal baissé, on n'est même pas resté sur le niveau de ce range, on est pas mal baissé. Possible qu'on vienne se rechercher en survente, possible qu'on vienne chercher un petit peu plus bas et qu'on recontinue après. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'alarmant, hein, concrètement. Là, quand on regarde Ichimoku, il y a de fortes chances en fait qu'on revienne chercher, je vais juste supprimer ça, voilà, qu'on revienne chercher le niveau de cette Kijun ici au 3899. Voilà. C'est vraiment une possibilité. Et si jamais on venait à valider ce M,
comme de par hasard. Je jure que c'est pas de la magie, hein, c'est juste de l'analyse technique et c'est très souvent comme ça. On a ce niveau ici du Fibonacci qui tombe quasiment au même niveau que la SSB. Donc si jamais ce petit M ici se valide, eh bien il y a de fortes chances pour qu'on revienne dans ces prix-là. Maintenant, est-ce que ça invaliderait ce canal haussier ? Concrètement, oui, ça pourrait. Maintenant, c'est pas non plus une catastrophe en soi. Hein, c'est important des fois de redézoomer un petit peu. On est sur une tendance baissière. Il est possible, encore une fois, qu'on fasse ça aussi. C'est vraiment pas impossible. Alors, on a quand même des gros mouvements. Regardez la volatilité là depuis janvier, depuis le début de l'année, contre la volatilité ici. Là, on a eu vraiment des gros mouvements. On parle tous les grandes banques, etc., parlent de récession. Alors après, en termes de sentiments, je ne sais pas si on y est encore. Peut-être que oui, peut-être que non. Je sais pas comment c'est dans la tête des traders, mais oui, c'est possible qu'on vienne un temps de récession, effectivement. Et forcément, ça n'aiderait pas nos assets à risque, comme le SPX, le Nasdaq, etc., mais aussi nos cryptos, puisque ça fait partie des assets à risque. Voilà. Donc attention à surveiller. Et du coup, côté dollar, rien d'étonnant. Voilà. Lui, à l'inverse de SPX, il nous fait son petit canal baissier. Il nous enchaîne... Ah zut, j'ai pas pris le bon. Il nous enchaîne les petits M. Ce M-là a été validé. Hop, voilà. On est venu mécher jusqu'ici. Vous avez vu, c'est chirurgical à chaque fois. C'est vraiment chirurgical. Pourtant, ça arrive très souvent, mais ça m'étonne toujours. Mais bon, voilà, il faut que j'arrête de m'étonner. Je laisse de côté mes émotions. Donc c'est pas possible, c'est pas impossible si jamais on continue à valider ces M et qu'on vient valider ce M ici, donc aux alentours des 103 points, et bien on revienne chercher ici aux alentours des 102 points, et 102 points on serait sur les niveaux ici que l'on avait en mai dernier. Donc voilà, pas impossible. À voir ce que ça va donner. Attention, le mercredi prochain, on va avoir le FOMC, donc on va voir ce que ça va donner, mais on peut avoir des mouvements assez violents. Donc faites attention à vous, si vous êtes des traders intraday ou des scalpers ou autres. Faites attention à vous, à ces gros mouvements. Et sur ce, je crois que j'ai tout dit. Je vous souhaite bonne fin de week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.